Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Et ce soir, la rédaction accueille Ben Saïd, chargé de mission au MUMA. Également à ses côtés, Soufiane, président de l'association Wanka Culture. Bonsoir messieurs. Avec vous, on va parler de samedi du MUMA qui aura lieu ce 25 février. On parlera notamment de la journée mondiale, des journées dédiées aux langues maternelles. Le programme, vous allez le décliner tout à l'heure avec nous à la fin de ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors tout le monde se pose la question, qu'en est-il des ressources en eau aujourd'hui à Mayotte? Un énième conseil s'est tenu, vous nous en parlerez tout à l'heure. Quel est le bilan aujourd'hui? On voit ça avec vous Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 22 février. Après 2 mois et demi de conflit, la grève au sein du quincailler Balou continue. Les relations ne s'arrangent pas entre salariés et direction, qui n'échangent plus que par le biais de médias interposés. De quoi craindre la fermeture prochaine de l'entreprise. Explication. Le sociologue et ethnologue Philippe Labbé est à Mayotte, en pleine promotion pour son dernier ouvrage Des jeunes en difficulté, dans lequel il dresse un constat alarmant. L'auteur est parti à la rencontre des acteurs publics locaux afin de faire le point sur les politiques publiques et l'insertion en faveur de la jeunesse du 101e département de France. Rencontre au cours de ce journal. Élaboré en 2015, le programme régional Alimentation, Activité, Nutrition, Santé suit son cours, porté par plusieurs partenaires dont l'ARS, l'IREPS, le réseau Redia Bilang, l'ADAF ou encore la DJSCS. Ce programme décliné en 4 axes vise à mobiliser les énergies de tous pour améliorer la santé de la population et le système de santé à Mayotte. Nous avons souhaité faire le point au cours d'un reportage, disponible à la fin de cette édition. Et les choses ne s'arrangent toujours pas du côté du quincailler Balou. La grève débutée le 6 décembre dernier se poursuit et aucun accord ne semble sur le point d'être signé. Bien au contraire, chaque semaine qui passe complique un peu plus la situation et chaque camp apparaît décidé à camper sur ses positions. La direction, pour sa part, explique que les concessions faites concernant les revendications ne pourraient être entérinées au regard de la situation financière actuelle, de quoi laisser présager une fermeture définitive de l'entreprise. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. C'est une grève historique qui n'en a sûrement pas terminé de surprendre. Le conflit au sein du quincailler Balou continue de plus belle et plus aucun dialogue n'a cours entre salariés et direction. Après Salim Naouda hier, ce matin c'était au tour du camp adverse représenté par Mahmoud Ali Azad de s'exprimer. Le directeur financier de l'entreprise a ainsi réfuté l'affirmation selon laquelle aucun bilan financier n'a été déposé par Balou depuis 2013. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies de l'information, tous les services sont liés. Quand vous êtes à la FISC, le FISC c'est ce que le Pôle emploi a fait, le Pôle emploi c'est ce que la Sécurité sociale a fait. Là, on a des acomptes d'IS qui sont tout à fait conformes à l'exercice passé, aussi bien au niveau des remboursements qu'au niveau des acomptes d'IS ou au niveau de la CFE. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'ils trouvent ces chiffres-là si on ne les a pas déposés. C'est à eux d'aller le voir, aller chercher au tribunal du commerce, comme il se fait de droit. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner le gâteau, le cerise sur le gâteau, etc. On va plus leur préparer aussi, faire l'analyse. Bientôt, ils vont me demander d'analyser nous les seuils et les ratios. Donc, à un moment donné, chacun son travail. Un travail que les salariés de Balou Transport souhaiteraient reprendre. En effet, ces derniers ont remis une lettre en main propre afin d'annoncer leur reprise immédiate de leur poste. Une information qui étonne les représentants syndicaux. Sur ce point-là, on n'est pas au courant. Les organisations syndicales, ni par rapport aux grévistes qui sont là, on n'a reçu aucune information par rapport aux salariés, comme quoi ils vont reprendre la grève. Je rappelle juste que dans une grève, il y a un préavis. Tant que les personnes qui ont signé ce préavis n'ont pas signé la fin de conflit, la grève continuera comme c'est le cas actuellement dans les établissements Balou. Sans protocole, la grève continue et risque fort de ne pas trouver d'issue. En effet, l'employeur qui, au-delà des 10 revendications de droit commun, était prêt à faire des concessions sur 2 autres points, se dit désormais dans l'incapacité financière de négocier avec les grévistes. Ça a trop duré. Donc, on les a fait comprendre que maintenant, plus le temps passe, au fil de temps, c'est pas des menaces, c'est pas du chantage, hein, mais c'est tout à fait logique qu'au fil du temps, les moyens financiers, ça fait, automatiquement, il va falloir retirer tout ce qui est non obligatoire. Je dis bien non obligatoire. Tout ce qui est réglementaire, on n'a pas le choix, c'est incompressible, et on est sous contrôle de la DIEC, de la loi, on les respecte. Autre point important, les syndicats accusent la direction de vouloir créer une nouvelle société afin de se sortir de ce conflit.
Une affirmation là encore niée par le directeur financier. Avant la grève, bien avant 6, 7, 8 mois avant la grève, il était prévu d'un changement dans la répartition du capital avec un retrait d'un des dirigeants. À partir de là... Notamment le frère de Zavda. Tout à fait. Voilà. Donc à partir de là, on a été voir, les juristes et les experts, la manière la plus sage de se séparer de façon à ne pas avoir des chocs au niveau du quotidien de l'entreprise, de façon à ce que M. Safdar Balou puisse reprendre. Alors, est-ce qu'il y a un autre partenaire qui va venir? Oui, non. Si c'est étranger à la famille, je ne sais pas. S'il a les moyens de les prendre? Oui, non. Quelles sont les échéances pour payer l'actionnaire partant, etc. Quelle est la nouvelle forme? Parce que maintenant, il y a des SAS juridiquement qui sont un peu plus faciles au niveau des assemblées pour faire des signatures, au lieu de la SRL, quand on est gérant, Société anonyme simplifiée. Voilà, etc. Donc, on était en discussion là-dessus. Après plus de 2 mois et demi de grève, le conflit semble donc encore loin de voir le bout du tunnel. Les deux camps sont pour l'heure irréconciliables, faisant craindre le pire dans les prochaines semaines. Moins d'un mois après sa mise en examen qui a fait suite à une longue garde à vue, Ibrahim Bouanahiri est sorti du silence pour la première fois ce matin. Il a choisi de s'exprimer sur le maintien de sa candidature et sur une affaire qu'il qualifie de manœuvre politique. Loin de crier son innocence, il préfère se concentrer sur son objectif en attendant que la justice fasse son travail. En effet, le candidat à la députation a été maintenu par son parti et se trouve toujours en campagne. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimlet. Mis en examen le 7 février dernier suite à des soupçons de détournement de fonds publics, Ibrahim Bouanahiri a choisi les antennes de Kouézi pour s'expliquer sur cette affaire. Pour lui comme pour Daniel Zaïdani, cette mise en examen constitue une sombre manœuvre politique. Vous savez que le dossier est en cours d'instruction, donc on n'est pas là pour refaire la garde à vue. Et je voulais juste profiter de cette occasion pour dire que les faits qui me sont reprochés datent de 2011. Donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, comment se fait-il qu'un fait qui date de 2011 apparaît partout dans les médias avant même que je sois convoqué, en fait, que je sois en garde à vue, réapparaît en 2017 et au lendemain de l'investiture du MDM. Donc, c'est toute la question qu'il faudra se poser aujourd'hui. Vous pensez que c'est politique? Est-ce que ce sont vraiment les faits qui sont gênants ou c'est la candidature qui gêne? Parce que là, on est clair, on n'a pas attaqué Ibrahim Bouanahiri, on n'a pas attaqué le MDM, on a attaqué la candidature. Attaque politique ou pas, l'enquête se poursuit et l'ancien maire de Tsingoni affirme que seule la justice est à même de commenter les faits. Depuis 2010, toutes les lettres de commande, tous les marchés que j'ai passés à la mairie de Tsingoni ont fait l'objet d'une dénonciation auprès du procureur. Depuis 2010, et donc de 2010 à 2014, sur l'ensemble des marchés qui ont été passés, on a trouvé un marché irrégulier. Et on s'est intéressé de ce marché irrégulier en 2017. Donc, toutes les questions qu'on peut se poser sur la véracité, sur la réalité de tout ça, moi, pour l'instant, je laisse la justice faire son travail. Les enquêteurs ont eu tout le temps, et ils ont encore le temps avec l'instruction qui est en cours, d'aller dans mon compte bancaire. Ils l'ont déjà fait, mais peuvent encore y aller et faire tous mes comptes bancaires. Ils peuvent voir si j'ai touché quelque chose ou pas. En tout état de cause, jamais la mairie de Tsingoni n'a été lésée sur cette affaire. En attendant le procès, Ibrahim Bouanahiri reste le candidat du MDM en vue des élections législatives. C'est d'ailleurs tout le sens du message qu'il a souhaité faire passer au cours de cette interview. Je suis innocent jusqu'à preuve du contraire. Je peux me présenter à cette élection et je suis présent à l'élection législative du 11 juin 2017.
Et maintenant, autre sujet avec la présence actuellement à Mayotte de Philippe Labbé, ethnologue et sociologue. Depuis plus d'une semaine, l'homme fait le tour de l'île à la rencontre des acteurs publics du territoire. L'occasion également de présenter son dernier ouvrage, Des jeunes mis en difficulté, publié le mois dernier. Le recueil regroupe 6 années d'articles parus dans différentes presses et autres conférences tenues par l'auteur auprès d'acteurs de l'insertion. Mayotte y figure bien évidemment. Davantage de précisions dans ce reportage de Sony Chamsidine et Adèle Laurent. Combattre les injustices sociales, une lutte sans fin pour Philippe Labbé. À Mayotte pour présenter son dernier ouvrage, Des jeunes mis en difficulté, le sociologue regroupe dans son œuvre ses articles parus dans la presse nationale, spécialisée et régionale, dont le quotidien Mayotte Hebdo ces 6 dernières années. Le constat est sans appel, les difficultés ne font que s'accentuer pour la jeunesse. Le niveau d'exigence pour rentrer sur les métiers, c'est considérablement élevé. Se rajoute à ça, à Mayotte, évidemment, nombre de problèmes, vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Il y en a tellement des problèmes qu'on ne sait plus exactement, parmi les priorités prioritaires, quelle serait celle qui serait à traiter en premier. Est-ce que c'est la démographie? Est-ce que c'est la délinquance? Est-ce que c'est le chômage structurel? Est-ce que c'est le logement insalubre? Est-ce que c'est la faiblesse du développement économique? Tout ça, ça se combine. Et ça rend la situation plus critique. Auteur de plusieurs ouvrages et articles, le sociologue évalue depuis plus de 30 ans les politiques publiques et la question de l'insertion. À Mayotte, l'État assure son rôle. La politique publique, en tout cas celle de l'État, est considérable à Mayotte comparativement à ce qui se passe dans d'autres départements. Le financement aujourd'hui de la mission locale à Mayotte, c'est 92% par l'État. Autrement dit, 8% uniquement de la part des collectivités territoriales. L'emploi et le développement, de véritables manques regrette Philippe Labbé, dans une île qui compte le taux de chômage le plus élevé de toute la France en 2016. Pour 2 € d'exportation, il y a 100 € d'importation à Mayotte. Autrement dit, la clé de l'insertion, même s'il faut former les jeunes, la clé de l'insertion, c'est d'abord le développement économique. Mayotte ne produit pas assez. Il faut mettre tous les efforts pour que Mayotte parvienne à mieux se développer, favoriser l'entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes. Une jeunesse qui, d'après Philippe Labbé, doit être initiatrice d'espoir et de vitalité pour son territoire. Et je vous propose maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 22 février. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les 500 000 € débloqués par Erika Bareitz pour faire face à la pénurie d'eau dans les écoles du Sud sont progressivement redistribués aux communes concernées par les tours d'eau. Un montant forfaitaire de 5 € sera ainsi versé par enfant, en plus de l'acquisition de citernes et robinets destinés à alimenter les établissements scolaires en eau potable. Ainsi, pour la commune de Sada et ses 2079 enfants concernés, le montant total accordé est de 13 642 €. Chaque subvention allouée s'effectuera sur production par le bénéficiaire d'un compte rendu d'exécution de l'opération, de la justification de la totalité des dépenses éligibles encourues effectuées. La justification des dépenses encourues s'effectue par la production de factures acquittées des achats d'eau embouteillée et des citernes accompagnées d'une attestation de paiement délivrée par leur comptable public. En clair, pas question de lésiner sur l'utilisation de ces fonds. Les mesures promises entrent donc progressivement en vigueur afin que tous les élèves du département retrouvent le chemin des classes. La loi sur l'égalité réelle outre-mer doit changer le visage des territoires ultramarins, et ce à bien des égards. En matière d'éducation par exemple, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas 3 ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le gouvernement peut rendre l'instruction obligatoire pour les enfants des 2 sexes, français et étrangers, entre 3 ans et 18 ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni d'un emploi, ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Une mesure qui a fait réagir le syndicat SNUPP, qui salue cette disposition, mais émet néanmoins des doutes quant à son application. Il écrit ainsi, je cite, « Le gouvernement actuel a échoué dans la concrétisation des engagements de l'État en faveur de la scolarisation de tous les élèves à Mayotte. Pour rappel, il faudrait au minimum 385 salles de classe pour mettre fin aux rotations dans les écoles. En clair, si cet allongement de la scolarité est salué, le manque de moyens actuels pose la question de la mise en place effective.
d'une telle disposition à Mayotte. Produire soi-même son électricité, la pratique se répand en France via notamment des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes fabriquées artisanalement. Mais jusqu'alors, l'énergie produite doit être réinjectée dans le réseau public et ainsi revendue à EDM dans le cas de Mayotte. Mais les choses vont évoluer puisque suite à un projet de loi adopté le 15 février dernier, les consommateurs ne seront plus contraints de passer par les fournisseurs d'électricité. Chacun pourra désormais stocker l'énergie produite chez soi et vivre ainsi sous le mode de l'autoconsommation. Une loi qui favorise la transition énergétique et qui vise à inciter les consommateurs à faire évoluer leur mode de consommation. Une bonne nouvelle pour l'environnement, à l'heure où le changement climatique représente l'un des grands défis du XXIe siècle. Et Pierre est avec nous maintenant sur le plateau. Pierre, on parlera avec vous, on l'a dit tout à l'heure, des ressources en eau, avec une situation qui, pour le moins, ne s'arrange pas. Alors, effectivement, une nouvelle réunion aujourd'hui, comme c'est désormais de coutume, tous les mercredis, le comité de suivi de la ressource en eau se réunit, convoqué par le préfet avec tous ses membres. Donc, plusieurs points à relever. Le premier, c'est forcément la situation météorologique, puisque, enfin, depuis hier, le flux de mousson est arrivé. On peut dire que la saison des pluies est vraiment en train de s'installer. Elle est là, ça y est, elle est encore très capricieuse puisque vraiment les pluies tombent de manière un peu aléatoire et puis un peu pas vraiment sur l'ensemble du territoire, mais voilà, le fait est qu'elle semble là, elle semble début de bonne prête. nouvelle. Voilà, ça c'est la première bonne nouvelle. Maintenant, en ce qui concerne les retenues collinaires, c'est un peu plus compliqué puisque au niveau de Combani, on est autour de 20%, 21%, Dzoumogné 30%, un peu plus de 30 et presque 31%. Donc on est quand même loin des réserves maximales et on est quand même fin février. Voilà, fin février. Donc les autorités l'ont rappelé, on aura de grandes difficultés à remplir ces retenues. C'est quasiment impossible qu'on réussisse à remplir les retenues collinaires d'ici la fin de la saison des pluies. Donc ça, c'est vraiment le point, c'est surtout là le point négatif aujourd'hui, puisque ça implique beaucoup de choses, forcément. Donc il faut retenir ça. Aujourd'hui, les retenues collinaires ne sont pas remplies. Elles ont quand même progressé puisque, si je dis pas de bêtises, Dzoumogné, c'est 2 millions de mètres cubes d'eau et 1 500 000 pour Combani. Ça a quand même remonté un petit peu au niveau de Combani. Par contre, au niveau de Dzoumogné, mais bon, il n'y a pas de coupure d'eau dans le nord. Au niveau de Dzoumogné, on stagne et on n'est qu'à 20%. Alors, des mesures ont été prises. Oui, alors effectivement, les mesures, c'est la seconde information qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs mesures qui sont en cours. Parmi les mesures, forcément, il y a cet apport en eau extérieure venant du tanker. Donc le chiffrage est presque terminé. Il y a une importante quantité d'eau brute qui va être collectée dans la zone afin de venir à Mayotte. Donc ça, c'est une autre information. Ça va venir de la zone, ça vient pas de métropole parce que ça mettrait sûrement beaucoup de temps à arriver. Donc on n'en sait pas plus. La préfecture est assez vague sur le sujet, mais en tout cas, voilà, l'information, c'est que ça va venir de la zone. Autre information aussi, c'est qu'on est en train de réfléchir au niveau de la préfecture un peu à tous les moyens pour essayer d'apporter de l'eau. De nouveaux forages, d'anciennes aussi réserves, exploiter d'anciennes sources d'eau. Également des retenues mobiles. Alors vous savez, il y a eu plusieurs propositions. On se souvient de celle du MEDEF, notamment avec ces sortes de camions Veolia qui fabriquent de l'eau potable assez rapidement. Aussi ce chercheur qui avait expliqué qu'il existait des sortes de retenues mobiles qui permettaient de stocker des quantités d'eau assez importantes et qui pouvaient justement être installées un peu à droite et à gauche sur le territoire. Et puis l'autre point, c'est effectivement, on va relier le réseau d'adduction entre nord et sud, et ça c'est quand même un point très très important. C'est vraiment en cours, ça aussi. Alors Pierre, là on parle de mesures d'urgence pour régler une situation actuelle. On a pensé à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, comment ça va se passer ? Oui, alors là c'est vraiment toutes les mesures qui vont être mises en place, mais beaucoup sont encore à l'étude. Encore à l'étude, c'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment à toutes les solutions envisageables, possibles à mettre en place pour tenter forcément pas demain, pas dans un mois, pas dans 2 mois, mais plutôt dans 6 mois, lorsqu'on risque d'avoir épuisé à nouveau les réserves, puisque même si elles sont remplies
il suffit qu'il y ait un peu de retard et on risque d'être dans une situation compliquée. Donc effectivement, l'information, c'est que c'est pas du court terme, c'est aussi du moyen terme. Voilà, ces mesures, elles sont aussi à moyen terme. Donc elles sont pas toutes finalisées. On va encore voir dans les prochaines semaines au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça avance. C'est aussi l'information et c'est aussi la bonne nouvelle, c'est que ça avance. On sait, et on l'a vu dans les brèves, que aussi voilà, l'argent débloqué par le gouvernement est arrivé. Là aussi, ça se met en place. Des citernes arrivent dans les écoles. Voilà. Et qu'en est-il du côté sanitaire, sur le plan sanitaire? Alors oui, troisième point important, forcément la question sanitaire. Alors là encore, on relève, l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui fait une veille sanitaire permanente, révèle encore et toujours une augmentation des cas de diarrhée. Donc ça reste problématique. Et encore une fois, les autorités appellent à la plus grande vigilance et rappellent forcément les usages à respecter en termes de consommation d'eau, notamment se laver les mains, faire bouillir l'eau 5 minutes, puisque l'eau n'est pas potable lorsqu'elle est à nouveau disponible au robinet. Voilà un point un peu sur la situation. En ce qui concerne les tours d'eau, et je m'arrêterai là, des coupures toujours dans le sud, ça continue. Pour le moment, le nord n'est pas touché, c'est pas prévu, la préfecture n'en parle pas. Le sud continue à être coupé et continuera à être coupé dans les prochaines semaines. Autre point, l'arrêté limitant les usages de l'eau est reconduit pendant 1 mois. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. On continue à suivre la situation de très près, bien évidemment, à KTV. Et enfin, c'est bien connu, le diabète fait des ravages sur l'île avec une prévalence de 10,5% entre 30 et 69 ans. Et parmi les diabétiques, on compte 79% d'hommes et 94% de femmes en surpoids ou obèses. Pour y remédier, des actions sont mises en œuvre au quotidien depuis plusieurs années, notamment dans le cadre du programme régional alimentation, activité, nutrition, santé, porté par plusieurs partenaires dont l'ARS, l'IREPS ou encore le réseau Redia Bilang. Les explications dans ce reportage signé Adèle Laurent. Validé en 2015, le programme régional Alimentation, Activité, Nutrition, Santé a pour but d'orienter les actions mises en place dans ces domaines. Plusieurs partenaires portent donc ce programme, dont l'ARS, le réseau Redia Bilang, l'ADAF, la DJACS, mais aussi l'IREPS. En effet, l'instance est responsable du deuxième volet de ce programme, concernant les comportements alimentaires dès le plus jeune âge. Pour sensibiliser cette tranche d'âge, l'IREPS a créé des partenariats avec les communes et l'éducation nationale. Le directeur de l'instance nous fait part d'un des projets mis en place dans ce cadre. C'est d'accompagner des écoles pour justement créer un jardin potager dans l'établissement, animé ou bien géré par les élèves, mais aussi par une équipe pédagogique qui permet justement aux enfants de voir comment on travaille la terre, comment on plante, et puis surtout de voir que ça peut pousser et ça peut produire des fruits ou des légumes, et permettre la cueillette une fois cueilli, de faire une dégustation justement à l'école avec tout l'établissement. L'IREPS a également mis en place des classes de goût avec les établissements scolaires demandeurs. Le but est de sensibiliser les plus jeunes à l'éducation à la santé avec l'intervention d'une diététicienne et d'éducateurs santé, mais aussi à travers une dégustation diététique ou encore une visite d'exploitation pédagogique. Et l'année dernière, l'IREPS a créé l'événement Fraîche Attitude qui promeut la consommation de fruits et légumes locaux. Et la nutrition englobe non seulement l'alimentation, mais aussi la pratique d'activité physique, déterminant majeur de l'état de santé d'un individu. L'alimentation des Maoris est assez peu diversifiée, c'est-à-dire on mange la même chose tout le temps. Et puis surtout, il y a une sédentarité qui fait que les gens ne bougent pas beaucoup ou ne bougent pas assez, et qui se caractérise concrètement avec des surpoids ou bien de situations d'obésité même. C'est pourquoi la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte participe également à ce programme. Elle est en charge du 3e volet concernant la promotion de l'activité physique à tous les âges de la vie.
Et si l'éducation nationale, l'UNSS, la DJSCS et la vingtaine d'associations sport-santé de Lille touchent la jeunesse, le reste de la population n'est pas oublié. Les cocos, les bas-cocos, alors, ils participent énormément à l'activité, notamment avec l'association SUA, qui organise régulièrement des fitness géants. Elles sont totalement intégrées dans nos dispositifs. Dernièrement, la marche organisée par Redeka sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, on a pu remarquer un certain nombre de femmes, on va dire, un peu plus âgées que les autres. Mais elles ne sont pas du tout oubliées, bien loin de là, parce qu'en fait, sur chacune des manifestations aujourd'hui qu'on organise, il suffit de regarder un petit peu qui est présent, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus présentes d'ailleurs que les plus jeunes femmes d'ailleurs. Mais on a aussi un axe que l'on va développer prochainement, c'est le sport handicap, et c'est également un public effectivement qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut pouvoir intégrer à la pratique générale. Le 24 janvier dernier, s'est monté le réseau Sport Santé, piloté par la DJSCS. Le comité de pilotage a été ouvert hier avec pour invité le mouvement sportif, le vice-rectorat, la CSSM, mais aussi l'ordre des médecins. Car mobiliser les énergies pour améliorer la santé de la population et le système de santé à Mayotte est l'objectif premier de ce programme régional alimentation, activité, nutrition, santé. Quant au comité de pilotage du PRANS, il se réunira le 9 mars prochain. L'occasion pour les différents partenaires de faire le point sur l'avancée des travaux. Affaire à suivre. Et on termine cette édition avec mes invités. Je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de Ben Saïd, chargé de mission au MUMA, et à ses côtés, Soufiane, président de l'association Wenka Culture. On va parler du programme de ce samedi au MUMA. Qu'en est-il très exactement ? Alors, donc, déjà, juste rappeler que le samedi du MUMA est pour le musée de Mayotte, donc un musée du département, une institution. Aujourd'hui, donc, tous les derniers samedis du mois, on organise quelque chose, des animations, où on accueille généralement donc quelqu'un qui est détenteur de connaissances, de savoir, etc., à partager avec un public large, et en même temps donc on fait des animations pour que effectivement ce pourquoi on a appelé la personne et ce qui est exposé au musée fasse l'objet donc d'éducation, etc. Voilà. Et c'est donc pour ça qu'on a donc convié nos amis de Wenka Culture pour qu'ils viennent donc avec nous donc animer cette journée. Les langues maternelles seront à l'honneur ce samedi. Tout à fait, voilà. Et les langues maternelles sont à l'honneur parce que Mayotte compte donc deux langues maternelles, donc c'est le Kibushi et le Shimaoré. Et l'idée pour nous, c'est que ces langues-là soient mises en avant. Déjà dans le musée, on les met en avant parce que tout ce qui est affiché en trilingue, mais c'est aussi mis en avant parce que c'est aussi la bigraphie qui est aussi choisie comme mode de communication, c'est-à-dire que c'est marqué en caractère latin et un caractère arabe, c'est-à-dire que le Shimaoré en arabe et le Kibushi en arabe. Donc c'est aussi ça, mais au-delà, effectivement, la langue, c'est aussi donc un véhicule de communication, c'est un véhicule de culture, c'est aussi un des moyens d'expression de l'identité. Et en fait, appeler des gens qui ont de la connaissance, un savoir, pour essayer de partager avec nous, c'est aussi pour nous promouvoir ce patrimoine immatériel et oral. Et c'est pour ça que, par exemple, nous avons convié une dame, Dada, donc elle est connue à Bandélé, c'est une animatrice hors pair, qui va donc effectivement donc nous animer une partie donc de cette journée, en même temps donc que nos amis donc de Wenka Culture. Alors justement, Soufiane, vous êtes le président de Wenka Culture, vous participerez à cette journée avec des contes. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors, d'entrée de jeu, je vous parlerai un peu de Wenka Culture. Donc Wenka Culture, c'est une association qui fait la promotion de la réussite dans toutes les formes et on travaille aussi sur l'insertion sociale et économique des personnes qui sont sur Kaweni. Donc nous, notre intervention sera en fait, puisqu'on a déjà travaillé avec des personnes âgées sur d'autres actions, là on va travailler avec eux pour transmettre le savoir qu'ils disposent envers les plus jeunes. Donc là on s'est mis en relation avec l'école Mshinja, donc c'est l'école primaire de Kaweni, donc pour nous mettre à disposition des élèves pour venir justement bénéficier de cette transmission. Il y a une personne qui sera là pour leur raconter une conte, derrière il y a une morale qui sera derrière. Ça sera en quelle langue alors? En maoré, en Ça sera en Shimaoré, ça sera en Shimaoré. Et puis, comme mon cher ami l'a souligné tout à l'heure, il y aura une autre dame qui sera là, va lire
un conte, si je ne me trompe pas. Il y a aussi de la lecture Voilà. à partir d'un texte en shimaoré écrit en arabe. Voilà. Et puis, il y aura aussi une personne qui va faire un récit de vie, c'est-à-dire il va raconter ce qu'il a vécu il y a un certain temps que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Justement, Sofiane, sans vous couper, vous êtes au contact de ces jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a un fossé entre leur quotidien, leur culture aujourd'hui, des jeunes qui sont quand même aujourd'hui au fait de tout ce qui est réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont encore en lien avec ces langues maternelles ? Malheureusement non, parce que de plus en plus on perd le contact avec cette langue maternelle, du fait que notre langue c'est une langue orale, c'est pas une langue écrite, donc ça évolue très vite, et le fait qu'il y a une cassure entre les générations fait que la langue et le savoir ne sont pas transmis convenablement. Donc c'est aussi une façon pour nous de lier ces deux univers qui est l'univers des personnes âgées et ceux des plus jeunes. Alors Ben Saïd, le programme, à quelle heure ça commence et Alors en fait, comme d'habitude, donc on commence à 9h par une visite donc, du musée. Ça sera fait pour la première fois en shimaoré, parce qu'habituellement donc, ça se fait en français. Donc ça sera une visite en shimaoré. Ensuite, donc, on accueillera Madame donc Maria Mamoussa, cette fameuse Dadi, donc pour un récit de vie qui sera animé comme elle sait le faire dans les mariages notamment. Par la suite, donc, nos amis de Inca Culture donc, vont prendre le relais pour les contes, pour la lecture et tout ça. Ensuite, il y aura des animations permanentes, comme on le fait habituellement, du Msinzano et Saza. Ce qu'il faut noter, c'est que la langue maternelle, c'est aussi une langue qui véhicule une culture. Et là, parmi les éléments de la culture immatérielle qu'on met en avant, c'est le shigoma. Donc, il y aura aussi donc, de l'animation de shigoma vers midi et demi, plus une possibilité de s'initier au shigoma. D'ailleurs, ce samedi-là, mais tous les derniers samedis du mois, je pense, jusqu'au mois de septembre. Donc voilà. Donc c'est un peu ce programme-là. Et puis dans l'après-midi, nous avons un atelier de calligraphie arabe, quelque chose qui marche très bien. Donc, mais c'est sur inscription. Donc il faut penser donc s'inscrire par rapport à ça. Merci beaucoup Ben Saïd et Sofiane. En tout cas, rendez-vous est pris pour ce samedi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Thierry Lizola et Afouad Kolo du syndicat Alliance de la Police Nationale. À 7h30, ce sera au tour de Bakar Ali Boto de prendre la parole. Il nous parlera de ces vendeurs à la sauvette à Mamoudzou. Où sont-ils passés? La réponse demain dans la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, même heure, même plateau.